Bonjour chers amis, vous êtes sur Paix et Guerre, de nouveau, pour une nouvelle mondoscopie, la 49e. Nous sommes le 11 décembre 2024, je suis très heureuse de vous retrouver, même si c'est dans un contexte international vraiment très triste et très inquiétant. Je vous remercie comme d'habitude de nous soutenir via Tipeee, en rejoignant le cercle Paix et Guerre, des amis et des fans, si vous voulez avoir des contenus exclusifs pour vous, que je crée en plus. Je vous remercie bien sûr aussi de liker, de partager cette vidéo et de vous inscrire évidemment à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Mais bon, je le redis chaque fois puisqu'il faut le redire chaque fois. Alors, je voulais aussi vous dire que ce week-end sortira sur Paix et Guerre un nouvel entretien géopolitiquement incorrect que j'ai eu la joie d'avoir avec le grand mathématicien français Laurent Laforgue, un homme que vous n'entendrez pas ou extrêmement rarement sur des réseaux et qui a eu la gentillesse de partager pour vous, avec moi, sa vision de la géopolitique, mais surtout de la coopération culturelle et évidemment sa très longue expérience, sa vision très structurée, vous vous en doutez, très rationnelle, mais en même temps très fondée humainement. Sa vision est inscrite dans sa longue expérience, bien sûr, de la coopération scientifique internationale avec d'autres écoles mathématiques dans le monde, mais qui sont aussi des écoles de pensée, de vision et voilà, de compréhension des grands mouvements. Donc, c'est un entretien très particulier. J'espère d'ailleurs qu'il pourra avoir une suite, parce qu'on n'a pas pu évidemment aborder un certain nombre d'autres pays et d'autres empreintes voilà, dans ce domaine. Bon, ça, je voulais vous dire cela. Alors, aujourd'hui, je vais consacrer toute l'émission à ce qui se passe en Syrie, aux événements de Syrie, parce que d'abord, il y a beaucoup de choses à dire, et j'ai lu dans certains commentaires sur la dernière mondoscopie comme une joie maligne à mon endroit, face au fait qu'effectivement, je n'ai pas annoncé ni la chute de Bachar el-Assad, ni ce qui a pu se passer militairement d'une façon absolument radicale et quasi instantanée, enfin dans un laps de temps très court, en Syrie, donc le renversement de son pouvoir. Et donc, voilà, ça y est, vous n'êtes pas capable de prévoir les choses. Bon, alors je vous rappelle que je ne fais pas de la cartomancie, je ne fais pas de l'astrologie, je ne suis pas Madame Soleil, premièrement. Vous m'avez dit aussi, enfin certains, très peu à vrai dire, mais enfin ça m'a amusé, qui disent oui, elle a surestimé Moscou parce qu'elle a une vision pro-russe, etc., etc., etc. Alors d'abord, je voudrais rappeler et demander à ces personnes qui m'ont fait ces commentaires, qui a donc prévu la chute sans quasiment coup férir, parce qu'il y a eu très peu de combats, à vrai dire, de Bachar el-Assad. À ma connaissance, personne, y compris les meilleurs analystes, français et d'ailleurs étrangers, sauf évidemment les instigateurs du drame. Donc je vous dirai qui c'est à mon avis, et d'après pas mal d'analyses qui sortent. Donc si vous voulez, en gros, je ne dirais pas qu'à part le Mossad et la CIA et bien sûr les services turcs, personne n'a vraiment vu le coup venir, et certainement pas les nôtres de service. Mais évidemment, non, je n'ai pas fait exception à cela. Je pense que même Moscou, d'ailleurs, ne pouvait pas imaginer l'ampleur de ce qui s'est passé. Quant aux Iraniens, ils ont dit que les Turcs les avaient quand même laissés dans le bleu complet, ce qui emporte d'autres conséquences dont on va parler. Deux, je rappelle quand même que la géopolitique, c'est pas une science exacte, c'est pas des mathématiques justement, c'est pas une science dure, et que donc
Il n'y a pas, voilà, on peut être plus ou moins pertinent, plus ou moins renseigné, plus ou moins averti, plus ou moins tempéré, mais on ne peut pas tout savoir. Et troisièmement, j'ai quand même dit un certain nombre de choses qui sont en train de se manifester. Notamment, j'ai à plusieurs reprises évoqué, et je pense que c'est un pan important de la compréhension de ce qui se passe, qu'il y avait un lien évident entre ce qui se passait sur le théâtre européen, en Ukraine, enfin la nommer, où la volonté de déstabiliser la Russie était mise en échec au plan militaire, et l'encouragement, le rattrapage, la compensation qui pouvait se produire au Moyen-Orient. Et c'est plus vrai que jamais. Voilà, on va dire ça, comme ça. Et j'ai dit aussi d'ailleurs que si par miracle, mais malheureusement le miracle semble s'éloigner, si par miracle ça se calmait sur le front européen, la Russie devrait quand même se préparer à lâcher du lest sur le théâtre moyen-oriental. Et notamment, alors moi je pensais plus à l'Iran qu'à la Syrie, mais en tout cas dans le cadre d'un accord intelligent qui pourrait intervenir, que j'appelle de mes voeux, entre les États-Unis et la Russie à propos de l'Ukraine, et d'ailleurs de la sécurité européenne, oui, il y aurait sans doute des ajustements à faire pour Moscou dans sa politique moyen-orientale. Et de ce point de vue-là, on peut dire que c'est allé beaucoup plus vite que prévu et que Moscou n'a pas eu finalement beaucoup le choix. Donc, ce qui est clair, c'est que si de mauvaises conclusions aujourd'hui étaient tirées de ce qui se passe en ce moment même au Moyen-Orient et en Syrie, en fait, c'est les risques de déstabilisation globale qui pourraient monter, augmenter, et de déstabilisation d'autres États, pas seulement l'Iran. Je pense à l'Irak, je pense à l'Égypte, je pense à d'autres pays. Et parce qu'en fait, ceux qui ont instigé ce qui s'est passé pourraient se dire que puisque ça a marché finalement si facilement, en tout cas en apparence, le régime change pourrait reprendre des couleurs. Et vous savez que c'est une vieille politique américaine, surtout néoconservatrice, mais pas seulement. Et que pourquoi pas, si ça marchait en Syrie, on peut voir un avenir de nouveau prometteur à ce type de mouvement. On essaye, vous me direz, on essaye encore en Géorgie, on essaye en Roumanie, on essaye dans plein de pays en ce moment même. Mais ça pourrait être aussi le cas dans cette zone-là du monde, et bien sûr, pourquoi pas en Europe. Bon. Une chose est certaine, c'est que ce n'est pas le sort des peuples qui préoccupe ceux qui ont mis au point ce qui s'est passé, quel qu'il soit. Le peuple syrien, comme d'ailleurs le peuple iranien, a été sciemment étouffé de sanctions, mais à un niveau colossal. Et dans le cas syrien, en plus, il y a un vol de pétrole, il y a un vol on a incendié les récoltes syriennes. Enfin, on a tout fait, si vous voulez, pour que la population syrienne soit réduite à, pas la mendicité, mais pas loin. Et tout ça depuis des années. Et c'est vrai que ça a beaucoup contribué à faire progressivement perdre espoir aux Syriens. Et ce sont, à mon avis, pas les surgeons d'Al-Qaïda ou de l'État islamique qui vont lui rendre espoir. Il ne faut quand même pas... c'est bien le cynisme, c'est bien de raconter n'importe quoi en permanence, c'est bien de se réjouir, comme ça a été fait dans une indécence absolument, dans une indignité absolument totale, après la chute du régime et la soi-disant arrivée triomphale des islamistes qui libèrent la Syrie, n'est-ce pas? Bon. Mais tout de même, voilà, il devrait y avoir quand même quelques limites à l'indécence, parce que quels que soient les torts de Bachar el-Assad, de son régime, de son pouvoir, quelles que soient les faiblesses importantes de son pouvoir, ce n'est pas lui qui a voulu la misère de son peuple, c'est bien nous, c'est nous les Occidentaux, voilà. Et il a protégé très longtemps les minorités diverses, pas seulement chrétiennes, mais bien d'autres, parce que la Syrie est une mosaïque multiconfessionnelle, multiethnique, multicommunautaire.
Et il en était le protecteur. Voilà. Et on va voir ce qui va se passer maintenant. Mais en tout cas, le cynisme, l'hypocrisie, l'ultraviolence dominent désormais. Et cela augure quand même d'une période de grande tension, à mon avis. Au moment où j'enregistre cette émission, il y a des millions de personnes en fait qui sont plongées dans l'effroi, dans la destruction, dans la mort, dans la terreur. La Syrie, qui est donc, comme je l'ai expliqué, essentiellement de notre fait, en crise humanitaire structurelle depuis plus de 10 ans, est désormais le lieu de déplacement de population massif, plusieurs centaines de milliers de personnes déjà en seulement quelques jours. Évidemment, il y a de très graves dommages portés aux infrastructures essentielles. Évidemment, toutes les opérations humanitaires sont perturbées. Évidemment, les chrétiens qui ont gardé un sinistre souvenir des mêmes groupes djihadistes pendant les premières années de la guerre sont très inquiets. D'ailleurs, il n'y a eu aucune scène de liesse parmi les chrétiens de cette Syriens. Il y a des exécutions sommaires de soldats que leurs généraux ont abandonnés finalement. Il y a des membres des minorités alaouites, évidemment, puisque c'était celle d'Assad, donc chrétiennes, kurdes, qui sont molestées, qui sont assassinées. Il y a des personnalités syriennes et des savants qui ont été retrouvés morts chez eux, assassinés par des agents secrets. Bon, hein, qui, pourquoi? Voilà, c'est intéressant aussi. L'armée israélienne en profite à fond, si j'ose dire, pour essayer d'augmenter en quelque sorte sa profondeur stratégique au détriment de son voisin très très affaibli, enfin qui a disparu en tant que tel. Et d'ailleurs, les djihadistes, certains appellent Israël à venir et à s'installer, et à avoir de bonnes relations avec eux. Bon, en tout cas, Israël bombarde largue à main nue depuis d'ailleurs le début du cessez-le-feu au Liban, qui a coïncidé avec le début de l'offensive des djihadistes, le 27 novembre. Donc elle bombarde tout ce qu'elle peut en Syrie. Évidemment, tout ce qui est d'ordre militaire, les bases, les équipements, les défenses antiaériennes, les stocks de munitions, tout ce qui constituait des assets du Hezbollah, si vous voulez, et tout ce qui a aussi été abandonné par l'armée syrienne elle-même. Il se dit que ces unités, même si elle le nie encore, seraient aux abords de Damas, en fait, seraient entre 20 et 10 km de Damas. Je ne parle même pas de ce qui continue de se passer à Gaza, la famine, le massacre. Bon. Donc, si vous voulez, face à tout cela, face à tant de souffrances, l'euphorie médiatique et politique en Occident autour de la chute du tyran Bachar el-Assad, du boucher de Damas, c'est non seulement politiquement complètement idiot, évidemment, mais c'est particulièrement indécent humainement et profondément indigne de la part de ceux qui s'abandonnent à ce genre de liesse mauvaise, parce que se réjouir que la Syrie, ce grand pays et ce grand peuple, si tourmenté depuis déjà si longtemps, tombe dans les griffes d'un groupe terroriste patenté qu'on est certes en train de blanchir comme on peut, et je vais vous raconter comment, mais enfin tout de même, on s'en est largement servi pour détruire ce même pays dans les années 2010, c'est quand même très très écœurant. Bon, ça traduit notre cynisme, ça traduit d'ailleurs notre parfaite incompréhension des dangers représentés par ce basculement, sans même parler du fait qu'on n'a pas l'air de faire le lien entre cet islamisme qu'on a encouragé et instrumentalisé au Moyen-Orient et ces surgeons dans nos rues, quand on a des campagnes d'attentats. Mais enfin, c'est un autre sujet, mais qui mériterait un jour d'être traité. Alors, comment tout cela a été possible ? Bon, d'abord, tout n'est pas encore totalement clair, donc je ne vais pas tout vous révéler parce que je ne sais pas tout. On va essayer d'aborder l'ensemble de la situation et de ses conséquences pour tous les acteurs, pour les divers acteurs,
et les hypothèses en fait qui sont discutées par les meilleurs analystes, qui ne sont pas particulièrement français d'ailleurs, mais voilà, qui ont quand même, qui s'entendent sur un certain nombre de choses. Alors d'abord, comment l'armée syrienne a-t-elle pu s'effondrer si vite? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le conflit syrien n'a jamais cessé. Ça n'était pas fini. C'était gelé en 2017 grâce à un accord, l'accord d'Astana, obtenu, décidé, signé par 3 puissances, la Turquie, la Syrie et la Russie. À propos de la Syrie, donc c'est une structure de négociation, si vous voulez, Astana, c'est celle dont les Russes disent aujourd'hui qu'il faudrait la réveiller, peut-être, pour arriver à retrouver un équilibre politique et institutionnel viable en Syrie. Et donc en 2017, il y a eu un accord, la Turquie représentant les groupes terroristes. Donc elle représentait celui qui est aujourd'hui au pouvoir, HTS, donc Hayat Tahrir al-Sham, mais aussi l'armée syrienne libre, qu'elle tenait encore plus directement, et puis une bonne trentaine d'autres nuances. À l'époque, j'avais moi écrit un article qui s'appelait « Le camailleux de verre », n'est-ce pas? Des nuances, en fait, de petites milices ou groupuscules, parfois, islamistes, qui pratiquaient le coup de feu, le terrorisme, voilà, qui étaient plus ou moins soutenus, plus ou moins adversaires les uns des autres. Enfin bref, la mosaïque des rebelles syriens, comme on les appelle pudiquement, qui sont en fait des islamistes assez radicaux pour la plupart d'entre eux, enfin pour l'immense majorité d'entre eux. Bon, bref. Donc, tous ces gens-là étaient représentés par les Turcs dans cet accord. Et qu'est-ce qui avait été décidé? C'était la création de 4 zones de cessez-le-feu en Syrie, Damas, Dera, Rastan et Idlib. Alors, en fait, seule Idlib n'a pas été reprise, et d'ailleurs c'est là que se sont trouvés tous ceux qui viennent désormais d'en sortir et de faire ce qu'ils avaient à faire, n'a pas été reprise par les loyalistes, par les forces du régime de Bachar el-Assad. Mais donc, il y avait ces 4 zones de cessez-le-feu. Il faut savoir que cet accord a été signé donc, par les 3 puissances dont j'ai parlé, mais n'a jamais été signé par Damas, ni d'ailleurs par l'opposition en exil. Bon. Donc, en tout cas, tous ces groupuscules djihadistes qui avaient été progressivement, à partir de l'entrée en lice de la Russie à l'automne 2015, qui avaient été lâchés en fait par leurs premiers sponsors, qui étaient les pays du Golfe, essentiellement, en plus de nous, en plus des Américains, des Britanniques et de quelques Européens aussi. Voilà, tout ça, c'était... tout ça a fait croire en fait, qu'il y avait un équilibre possible. Et donc, le conflit a baissé en intensité et a été gelé. Et les USA, eux, ils ont aussi lâché les terroristes qu'ils patronaient pour se mettre à aider, en fait, essentiellement les Kurdes syriens. Même s'ils gardaient dans leur orbite, et notamment autour de certaines de leurs bases, et notamment autour de la base d'Al-Tanf, un certain nombre de djihadistes qui étaient là, je ne dirais pas protégés, mais en tout cas regroupés, pas très loin, voilà, des emprises américaines. Et donc tout ça, c'est voilà, il y a eu cet accord, donc cet accord de 2017, et donc les Turcs ont pris sous leur contrôle la protection, en fait, des djihadistes au nord de la Syrie, donc sur à peu près 30 km de profondeur, et aussi contrôler tout le nord de la province d'Idlib. Les USA donc ont pris, je vous l'ai dit, les Kurdes et les restes d'ISIS, dans l'Est, et notamment autour, bien sûr, les Américains sont au bon endroit, c'est-à-dire là où il y a des champs de pétrole, là où il y a des champs, des récoltes de blé, etc., pillés en toute illégalité, naturellement. Mais donc, voilà, on a eu ce gel, et à partir de ce moment-là, HTS, donc Hayat Tahrir al-Sham, qui est un surgeon d'Al-Qaïda, c'est Al-Qaïda, en fait.
Il y a eu le Front al-Nosra, qui était lui-même insurgent d'Al-Qaïda, et puis le Front al-Nosra a fini par devenir HTS. Bon. Et son chef, Al-Joulani, je reviendrai sur lui, en fait, c'était auparavant le numéro 2, je crois, de Daesh, hein, de l'État islamique. Des gens extrêmement fréquentables se sont mis à recevoir de l'aide en argent, en armes, en entraînement, de la Turquie, mais via l'armée nationale syrienne. Voilà, donc la Turquie finançait, apportait de l'argent, qui d'ailleurs ne venait pas que d'elle probablement, peut-être encore du Qatar, je ne sais pas. Et tout ça finissait par arriver à HTS. Voilà. Donc HTS, ce n'est pas un nouveau venu, c'est une ramification ancienne dans le paysage insurrectionnel syrien, si vous voulez, qui était minoritaire au sein d'Al-Qaïda au départ, et puis qui donc s'est appelé Jabhat al-Nosra, donc le front de la victoire, et puis finalement HTS. Donc c'est pas des rebelles, hein. C'est pas des gentils djihadistes. Il n'y a pas de gentils djihadistes d'ailleurs. Voilà, ils font pas du bon boulot, comme le disait un de nos ministres. C'est une faction extrêmement radicale au plan des idées, au plan de ses modes d'action, bien sûr. Et c'est eux qui ont été là vraiment clairement à la manœuvre jusqu'à la prise de Damas, d'Alep, de Hama, d'Hérat, et finalement de Damas. Et bien sûr, à leur côté, ils avaient un certain nombre de combattants tout aussi radicaux, hein, dépêchés par les Turcs, tout simplement. Voilà. Je profite de cet instant pour vous parler de notre partenaire NordVPN qui sponsorise cette vidéo et j'en suis très heureuse. NordVPN, c'est sans doute l'outil le plus sûr et le plus puissant de la galaxie des VPN et c'est un outil qui peut vous être très utile. En effet, ça correspond vraiment parfaitement à la soif de confidentialité et de liberté dans l'information qui est la vôtre si vous regardez Paix et Guerre. Un VPN, ça vous donne de la liberté et de la discrétion, ce qui est quand même très important. Ça a deux usages principaux. Le premier usage, c'est de vous permettre de sécuriser votre navigation sur Internet en ligne et de protéger toutes vos données. Et ça, c'est très utile parce qu'évidemment, non seulement les fournisseurs d'Internet et les sites collectent vos données personnelles et en font commerce à votre insu, et puis vous avez aussi, pire, des hackers qui usurpent votre identité, qui font des achats en votre nom, et tout ça, ça pose quand même des gros problèmes de confidentialité, de liberté, de sécurité. Et donc, avec un VPN comme NordVPN, eh bien, tout ça est chiffré. En fait, toutes vos données sont chiffrées. Et donc, vous restaurez votre confidentialité, votre anonymat en ligne. Et puis, le deuxième usage, c'est un usage tout à fait important, encore plus important peut-être pour moi. Ça vous permet, où que vous soyez avec NordVPN, de contourner les géorestrictions de la censure numérique et d'avoir accès à des contenus qui sont bloqués dans certains pays, comme en France par exemple. Alors en France, vous avez plein de canaux Telegram qui sont inaccessibles, vous avez des sites, vous avez des interviews, vous avez des documentaires, vous avez tout un tas de choses en fait auxquelles vous ne pouvez pas avoir accès tant que votre ordinateur est considéré comme étant en France. Donc là, vous vous déplacez, vous êtes délocalisé, si vous voulez, numériquement, et d'un seul coup, vous avez accès à tout. Donc ça, c'est quand même très important pour avoir les informations vraies, pour rester connecté au monde réel, pour exercer son esprit critique. Et c'est de plus en plus précieux dans l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui. Je vous invite à cliquer sur le lien pour découvrir ces fonctionnalités pour une somme modique, avec en plus une grosse réduction via ce lien qui est exclusif pour Paix et Guerre. Allez voir et vous verrez non seulement tout ce qui vous est offert et tout ce qui est accessible, mais en plus vous aiderez très concrètement Paix et Guerre. Et pour cela, eh bien, je vous remercie d'ores et déjà. Je vous remercie donc de votre attention et puis je vous laisse découvrir
la vidéo, votre vidéo, celle que j'ai faite pour vous. Alors, qui est leur chef, n'est-ce pas, puisqu'on n'entend plus parler que de lui, n'est-ce pas, c'est la nouvelle coqueluche, non pas du djihad mondial, mais j'allais dire des Occidentaux qui vouaient tous Bachar el-Assad aux gémonies. Ben maintenant, ils ont Al-Jolani, donc c'est un vétéran du djihad, un ancien chef de Daesh, hein, de l'État islamique. Mais lui, il a une vision plus maligne, plus habile, et je pense que c'est d'ailleurs un type assez rusé, de ce que doit être le djihad et de ce que doit être aussi le califat. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'un califat mondial, il ne s'agit même pas d'un califat régional, syro-irakien, ce qui avait été le rêve au départ d'al-Baghdadi. Il veut un califat syrien, à la syrienne, limité à la Syrie. Donc, ça veut dire compatible, ça veut dire qu'on ne va pas venir vous gêner ailleurs, on n'a pas une visée de conquête, n'est-ce pas, à part celle de ce pays tout de même. Et donc, en fait, voilà, ça sert son idée, l'idée qu'il a de pouvoir s'emparer du pouvoir. D'ailleurs, il fait des déclarations, mais ça, il faut faire attention aux déclarations. Il annonce que, assez tôt, en fait, il y a déjà 7 ou 8 ans, je me souviens qu'il avait annoncé qu'il n'avait plus de lien avec Al-Qaïda, voilà, c'était... Bon, mais bien sûr qu'il y a des liens avec Al-Qaïda, bien sûr qu'il y a des liens avec l'État islamique d'ailleurs, qui n'est pas totalement mort, ne l'oublions pas. Donc voilà, c'est tout ça, c'est de l'image de marque, c'est de la cosmétique, c'est la forme. Mais c'est un djihadiste pur et dur. Et l'idée, c'est quand même d'avoir à la fin un gouvernement qui pratique la charia. Hein. Donc, il serait bien de ne pas reproduire avec cet homme ce que l'on a pu faire avec les talibans après le retour américain, grâce à un accord d'ailleurs passé avec entre Washington et les talibans, où on s'est imaginé, on a dit « Ah ben non, mais regardez les premières déclarations, tout va bien pour les femmes, tout va bien se passer, etc. » Aujourd'hui, elles n'ont quasiment plus le droit de rien. Hein, voilà. Donc, mais tout ça, bien sûr, ça renvoie à un problème de fond. C'est que nous avons créé et financé l'islam radical, il n'est pas tombé du ciel, dès les années 70, à vrai dire, pour gêner l'Union soviétique, en Afghanistan à l'époque. Et donc nous avons poussé, nous avons aidé tous ces groupuscules qui invariablement, et puis ensuite on les a lancés à l'assaut des différents pays qu'on voulait déstabiliser. Mais évidemment, certaines de ces boutures, on va dire, échappent, comme d'autres ont échappé. En Iran, ça a été le cas. Bon, comme d'autres ont échappé, échappent à leurs créateurs, à leurs marionnettistes, comme Ben Laden, d'ailleurs, l'a fait à un moment donné. Donc, on se met en danger par nos propres créatures mêmes. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. Il y a une espèce de mur mental, savamment préservé, qui fait qu'on ne fait pas le lien, en fait, entre ceux qui menacent la sécurité de nos concitoyens sur notre territoire national et l'encouragement qui a pu leur être fourni depuis leur création jusqu'à leurs méfaits régionaux, mais loin, dans d'autres régions du monde. Donc ça, voilà, ça c'est un problème de fond que je ne peux qu'évoquer ici, évidemment. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a certains livres qui sont très bien faits pour ça. Alors, pour revenir à la Syrie, donc Al-Qaïda avait clairement et depuis longtemps le soutien de la Turquie en Syrie. Ce n'est pas un scoop, enfin, il faut quand même le rappeler. Les Turcs, théoriquement, avec cet accord d'Astana, devaient séparer les djihadistes des rebelles compatibles, si vous voulez, présentables, et donc les contrôler. Mais en fait, ils n'ont pas fait grand-chose, ils ont fait quelques patrouilles russo-turques d'ailleurs. Ça n'a pas duré longtemps. Et en fait, ils ont essentiellement armé, financé, ça leur a d'ailleurs coûté très cher. Et donc, en fait, c'est un retour sur investissement aussi pour Erdogan aujourd'hui,
Mais en tout cas, pendant 5 ans, il y a une espèce de calme relatif, mais qui en fait n'augurait rien de bon, et un gel des hostilités armées ouvertes, si vous voulez. Et ça a duré jusqu'en septembre, là, 2024. Alors, il faut faire le lien aussi avec ce qu'Israël fait à ce moment-là au Liban, c'est-à-dire déclenche le début d'une offensive sur le Liban, donc ce qui fait que le Hezbollah, qui est très implanté en Syrie, est obligé aussi de venir au secours de ses frères libanais, si j'ose dire. Donc se dépeuple un peu en Syrie. Et là, en septembre 24, vous avez une officine, n'est-ce pas, qui s'appelle l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Alors pour ceux qui ont suivi le conflit en Syrie, vous savez ce qu'est l'Observatoire syrien des droits de l'homme. C'est une officine donc où il y a en fait un individu, c'est très largement patronné et financé par les services secrets britanniques depuis le début, et c'est en fait un organe de propagande djihadiste. Voilà. Évidemment, ce n'est pas du tout présenté comme ça. Comme ils ont trouvé un nom fantastique, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ça dit exactement l'inverse de ce que ça fait, c'est très bien. On écoute toujours ce que dit l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Voilà, moi-même, avant de comprendre ce que c'était en vérité, je le faisais. Et en tout cas, tous nos médias se réfèrent à l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Voilà. Et donc, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, pour une fois, n'a pas dit un truc faux, a dit que HTS et d'autres groupes djihadistes se préparaient à violer en fait l'accord d'Astana et à lancer une offensive, une grande offensive. Bon. Donc la Russie et l'Iran ont commencé à lever une paupière, un peu trop endormie, mais évidemment, ils avaient chacun d'autres problèmes à ce moment-là. Je vous rappelle que la Russie, elle est en Ukraine et elle a fort à faire, et l'Iran fait face à Israël, voilà, que ce soit au Liban ou ailleurs. Donc on était d'ailleurs dans la séquence des représailles contre représailles, vous vous souvenez des missiles, etc. Bon. Donc, mi-octobre, la force djihadiste s'est montée. Les Russes ont là essayé de réagir un peu, ont repris des frappes. Ils en faisaient plus depuis quelque temps, ils ont repris des frappes. Ils ont aussi fait un certain nombre d'attaques par hélicoptère, par drone. Bon, mais surtout, les Russes, ils observent que l'armée syrienne, elle ne fait rien. Elle ne fait rien, elle ne se prépare pas au choc, alors que voilà, les choses commencent à se savoir. Et les Iraniens, eux, ils ont prévenu les Syriens, manifestement, mais ils n'ont pas vraiment proposé une aide, en tout cas pas tout de suite. Et puis, quand ils la proposeront, vu le caractère fulgurant de l'offensive, ça ne va pas suffire. Mi-novembre, Al Jazeera dit qu'il va se passer quelque chose dans la région d'Alep. Et le 27 novembre, ça commence. Alep tombe très vite. Il faut savoir que dans la première phase du conflit, donc avant 2017, avant Astana, si vous voulez, Alep Est était tombé. On disait toujours Alep, mais c'était Alep Est qui était aux mains des djihadistes et qui était tombé et qui avait été récupéré en 2016. Voilà. Et à ce moment-là, tous les djihadistes, notamment ceux qui étaient à Alep, avaient été emmenés à Idlib. Donc ça, c'était, cette transhumance de djihadistes qu'on a acceptée, qu'on a même encouragée, nous, et qui faisait partie du cahier des charges turc au terme des accords d'Astana. Bon. Et donc, je reviens maintenant, là, 27 décembre, Alep tombe. Hama tombe en moins de 2 jours. En moins de 2 jours. Donc c'est là que les questions commencent à se poser. Très peu de combats. Le gros de l'armée arabe syrienne, en fait, s'est retiré, a abandonné ses armes, s'est enfui ou a déserté pour rejoindre l'opposition. Bon. Et donc, évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, cette armée syrienne a été très très largement infiltrée, mais
sur des années, même pas des mois, des années. Il paraît qu'une grande partie des officiers, il y a eu des rotations d'officiers, puis il y a eu une grande partie des officiers qui ont été virés, en fait, qui ont été remplacés par d'autres soi-disant plus loyaux au régime. Bon. Donc c'est plus la même armée syrienne, en fait. Voilà, c'est plus celle qui s'était battue comme une lionne, jusqu'à ce que la Russie vienne l'aider et qu'après il y ait toute une phase de reconquête, en fait, du territoire syrien sur les djihadistes. Donc, armée syrienne infiltrée massivement, infiltration aussi des villes et des populations, parce qu'évidemment, vu l'État, les sanctions, les misères, les difficultés économiques, tout, enfin, les coupures d'eau, les coupures d'électricité, l'incapacité à faire arriver l'aide humanitaire comme elle le devrait. Quand vous avez des gens qui viennent et qui vous proposent de l'argent, de survivre, un avenir, pas de représailles, etc., si vous laissez faire le moment venu, eh bien, comme souvent d'ailleurs, dans beaucoup de pays, les gens se laissent corrompre, se laissent faire, parce que c'est leur sécurité future, parce qu'ils n'y peuvent rien, parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. Il y a eu beaucoup de cellules dormantes qui ont préparé non seulement le fait que la population ne fasse rien, mais elle ne pouvait pas faire grand-chose, mais aussi la complaisance en fait des forces armées et des administrations locales. Si vous voulez, il y a une vaste débandade en fait des structures de l'État syrien. Voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça que ça s'est fait si vite. Donc tous les soldats se sont tirés, et ils l'ont fait parfois de manière très, très claire, c'est-à-dire on a trouvé des empilements d'uniformes, d'armements. Il y a eu quelques unités qui ont combattu, notamment de forces spéciales, etc. Mais pas assez, évidemment, ni en nombre, ni en intensité. Et donc l'ensemble, en fait, le désistement, l'abandon de l'armée syrienne a été préparé, clairement préparé. Et donc forcément, les djihadistes ont fait une percée rapide, triomphante, fulgurante. Mais en fait, ça couvait depuis plusieurs mois, donc voilà. Les défenses de l'armée nationale syrienne, en plus, étaient quand même très entamées par donc ce qui se passait à ce moment-là, d'abord par la Russie, qui avait autre chose à faire et qui avait réduit son dispositif. Il y avait un tout petit dispositif russe, il y avait 400 personnes. C'est quand même pas lourd. Hein. Voilà. Et puis l'appui de l'Iran et de ses proxys armés, si vous voulez, était devenu aussi très très faible, très très fragile, parce que le Hezbollah était appelé ailleurs, si j'ose dire. Donc en fait, il n'y a pas eu de possibilité de résistance tangible, d'autant que, je vous dis, c'était comme un village Potemkin, c'était effrité de l'intérieur, en fait. Donc, en plus, il faut savoir que l'armée syrienne, une partie de l'armée syrienne ne percevait plus ses salaires. Un peu comme ce qui avait été fait avec l'armée irakienne face à l'État islamique à Mossoul au moment de la création de l'État islamique, là, en 2014. Si vous voulez, tous ces soldats, ils ont fait le choix de laisser les djihadistes faire, en fait. S'emparer des territoires en se disant, mon avenir, c'est peut-être d'aller me reconvertir dans l'armée de la nouvelle Syrie, l'armée future, le nouveau régime. Et puis enfin, tout le monde le sait et tout le monde le comprend, le régime, il y a un niveau de corruption endémique fort en Syrie, forcément, mais tous les pays sous sanctions subissent cela. Il y en a qui ont une nature plus ou moins
plus ou moins propice, mais évidemment, toutes les difficultés liées à la guerre font que la corruption fonctionne à plein régime. Et je pense que là aussi, notamment au sein de l'armée, ça a été très très savamment exploité par les infiltrés, par les djihadistes infiltrés en fait. Voilà. Donc, en plus, ces djihadistes, ils étaient quand même remarquablement bien entraînés. Bon, il y avait tout, bien sûr. Enfin, il y avait des unités qui étaient bien entraînées, bien équipées, avec des lunettes de vision nocturne, avec des drones, avec des appareils de brouillage, avec des obusiers Hotweiser, avec des tanks, enfin bref. On dit, et Kiev dit qu'il les a aidés, et comment dirais-je, s'en satisfait, s'en félicite. Ils ont été aidés en renseignement américain, ça c'est certain, en renseignement israélien et peut-être en soutien opérationnel. Donc on est vraiment dans une... Ça rappelle aussi ce qui s'est passé d'ailleurs à Tripoli, où en fait Kadhafi est aussi tombé et a été pris parce que les commandants de la ville de Tripoli ont juste, j'allais dire, ouvert les portes. Et vendu en quelque sorte Kadhafi. Enfin, ils avaient dû en tout cas être largement rétribués pour cela. Donc voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, la population syrienne ne se considérait plus, même si elle soutenait le régime, elle ne se considérait plus protégée par le régime. Protégée. Donc ça... Sur fond de misère, si vous voulez, l'infiltration est facile et le retournement des populations est facile. Donc l'opération sous couverture, si vous voulez, qui a été le prélude au déferlement des hordes de djihadistes vers les villes, c'était un peu sur du velours. Voilà. Et en plus, alors il y a eu aussi les tribus, enfin les tribus, les milices chiites irakiennes qui ont voulu venir au secours des Syriens au tout début, là, vraiment dans les premiers jours de la séquence de fin novembre. Mais les États-Unis les en ont empêchés et ont prétexté la légitime défense ou des problèmes de sécurité, des craintes pour bombarder, notamment avec des drones, tirer dessus, voilà, pour empêcher ces milices, qui étaient quand même plusieurs dizaines de milliers, de venir prêter main forte au régime. Bon, donc les Russes, voilà, incontestable faiblesse, tout petit contingent, incapacité à estimer le niveau d'infiltration, hein, donc problème de renseignement quand même. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a toujours les bases russes, hein, Tartous, Latakié, qui vont devoir probablement rapatrier ce qu'il leur reste de dispositifs militaires. Théoriquement, il paraît que ça pourrait se faire. Enfin, pour l'instant, il n'y aurait pas de crainte sur la sécurité de ces bases, mais je pense que la situation est quand même assez volatile. D'un autre côté, considérant l'ampleur de l'affaiblissement du contrôle du régime du président Assad sur son pays, sur son armée, sur sa population, est-ce que Moscou n'a pas en fait eu raison de ne pas mettre les moyens, si vous voulez, en catastrophe en plus, parce qu'il l'aurait fait beaucoup trop tard, sans préparation, pour empêcher ce qui était déjà inéluctable. Ils ne l'ont pas vu venir, mais c'était en fait inéluctable. Donc que serait-il passé ? La Russie aurait diverti des moyens, peut-être du front ukrainien, bon, qu'elle a en quantité, mais enfin, il n'y a pas... Si vous voulez, à partir du moment où vous volez au secours de votre allié, il faut l'emporter. Donc, on peut être amené à devoir consolider de nouveau un dispositif, à en faire de plus en plus, etc. Enfin, c'est un nouveau piège, si vous voulez. Et d'ailleurs, c'est à mon avis en grande partie ce qu'on a recherché aussi, au moins aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et avec l'aide d'Erdogan, qui n'aime pas forcément Vladimir Poutine d'amour tendre, même s'ils sont alliés sur certaines choses, ils sont aussi concurrents sur d'autres. Donc, Moscou, en fait, n'est pas tombé dans le piège. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. N'a pas fait ce qu'on attendait de lui, d'elle.
n'a pas pris le risque de s'étendre de manière excessive en termes de front, peut-être que certains ont pensé que Vladimir Poutine ne voudrait pas ternir son image d'allié fidèle d'Assad et par souci d'image, donc, volerait à son secours et que ce serait ce qu'on attendait de lui, en fait. Voilà, parce que ça l'affaiblirait en Ukraine. En fait, il ne l'a pas fait, comme d'habitude. De toute façon, il ne fait rarement ce qu'on attend de lui. Il a choisi de ne pas s'éparpiller, même si, en termes d'image et d'influence, c'est quand même un coup qui n'est pas négligeable vis-à-vis de l'image de Moscou. Mais surtout, je pense qu'il était... Bon, ce qu'il faut savoir et ce qui s'est beaucoup dit, c'est que les Russes... les Russes et les Iraniens étaient assez mécontents que Assad refuse obstinément d'entrer en pourparlers avec Erdogan, avec la Turquie, qu'il demandait à corps et à cri depuis longtemps, pour essayer de trouver une base politique, de faire entrer en fait une partie de cette opposition dite présentable dans le système politique syrien. Et ça, Assad ne voulait pas le savoir, les Russes ont beaucoup insisté, il y a même eu un projet de constitution imaginé par la Russie qui était beaucoup plus souple en fait, qui permettait d'intégrer en fait une partie de l'opposition syrienne. Voilà. Et Assad n'en a évidemment pas voulu. Et ça a fait le jeu d'Erdogan. Lui, il voulait qu'on lui donne une grande autonomie dans la région de ses forces d'occupation. Il voulait sa victoire, il voulait son morceau de Syrie. Bon, il l'a eu. Il l'a eu. Il voulait aussi se débarrasser de tous les réfugiés syriens qu'il a récupérés en 2016 et qui pèsent sur son économie et aussi sur sa crédibilité politique interne. Donc voilà, il y avait tout cet environnement, si vous voulez, qui a fait en fait que les alliés russes et iraniens, entre leurs propres problèmes et la totale, le fait qu'Assad ne prenait pas la mesure, ne se comportait pas professionnellement, ne faisait pas tout ce qu'il pouvait faire pour déjà lui-même tenir ses forces armées, les villes, enfin, si vous voulez, n'a rien fait pour lui-même, si vous voulez. Il comptait trop sur ses alliés, il comptait beaucoup trop sur ses alliés. Bon. Alors, quels enseignements de tout cela? Donc, les Iraniens et les Russes, en fait, ont fait une grande faute. Mais cette faute, c'est d'avoir fait confiance à Erdogan dans cet accord d'Astana. C'est-à-dire d'avoir cru qu'il allait contrôler les islamistes, qu'il n'avait pas l'intention de les jeter de nouveau contre le pouvoir syrien. Donc comme il ne voulait pas de guerre directe avec Erdogan, finalement, ils ont laissé cet abcès d'Idlib, qui était quand même un abcès au cœur de la Syrie, qui avait presque recouvré son intégrité territoriale, sauf là, si vous voulez, sauf là. En fait, ils ont péché par confiance. Par confiance, comme souvent, c'est d'ailleurs pas la première fois que Vladimir Poutine pêche par confiance, et ça, c'est un autre sujet que j'aborderai à la fin. Parce que là, clairement, en tout cas, les Iraniens et les Russes n'ont pas bien jaugé ce qu'avait en tête Erdogan. Voilà. Alors que pourtant, Moscou avait réussi, a été très largement quand même... on peut lui attribuer une grande partie de la réduction de l'État islamique, même si tout n'a pas été fait. Mais en tout cas, les Russes ont très, très massivement frappé l'État islamique, beaucoup plus que les Américains ou que nous. Donc, que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que les Russes vont pouvoir conserver leur base? Ça, c'est important. Est-ce qu'il va y avoir un reflux d'influence russe véritable au Moyen-Orient? Est-ce que Moscou va être poussé à s'engager de nouveau
militairement dans la zone. Moi, j'ai du mal à le croire. Hein. Je pense qu'ils vont plutôt avoir une approche beaucoup plus diplomatique. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se retirer, mais ils vont peut-être éviter de dépenser de nouveau beaucoup d'argent et des hommes. Voilà, pour des gains assez aléatoires. Et puis évidemment, il y a un dégât d'image, si vous voulez, y compris en Russie, je pense, pour un Poutine qui, là, a été pris en flagrant délit d'impréparation, finalement. Il n'a pas vu ce qui se tramait, il n'a pas su ce qui se tramait. Il n'a pas été en capacité de réagir parce que son dispositif ne le permettait pas et parce que c'était trop tard, quoi. Le coup était parti. Et la Syrie ne se défendait même pas elle-même. Et donc, les enseignements et ce que ça peut ouvrir comme perspective, c'est que c'est quand même un échec, un coup porté à la crédibilité russe, et qu'évidemment, ça redonne des ailes à qui? Mais à ceux qui croient donc dans le régime change possible, y compris vis-à-vis de la Russie. Donc, après tout, l'Ukraine, ça pourrait être aussi un endroit où la Russie tombe de la même manière. L'Ouest peut se mettre à croire qu'il peut gagner en Ukraine. S'il continue la pression, s'il continue l'argent, s'il continue les armes. Donc c'est pas très bon, en fait, ce qui se passe en Syrie n'est pas très bon pour l'avenir, pour les postures mentales des négociateurs, notamment américains, d'une paix ou d'un apaisement en Ukraine. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle. Pour moi, c'est une mauvaise nouvelle. Bon, les Iraniens, eux, ils sont menacés. D'abord, ils ont peur, à mon avis, après ce qui vient de se passer, eux aussi, d'être infiltrés. Pas seulement par les Israéliens qui arrivent à leur assassiner un certain nombre de gens sur leur propre territoire, mais voilà, la peur du régime change, elle est quand même là depuis très longtemps. Elle est là au moins depuis l'Irak, depuis ce qui s'est passé en Irak. Et l'Iran a peur de subir ce même sort. Et puis l'Iran vient quand même de perdre un allié important, un allié et une profondeur, d'une certaine manière, une profondeur stratégique aussi importante avec la Syrie. Et puis il lui faut rééquiper le Hezbollah, enfin il n'en est pas forcément capable dans l'immédiat. Les Israéliens pourraient réactiver aussi les forces sunnites au Liban contre eux. Voilà, donc les pays arabes aussi sont parmi les perdants, clairement. Ils doivent se méfier. Ça va être très intéressant de voir comment va réagir l'Arabie saoudite par rapport à ce qui vient de se passer. Je n'ai pas vu vraiment de déclaration encore. Après, comment dirais-je, il faut évidemment ne pas se faire d'illusions. Donc les gagnants, c'est la Turquie, Israël, les États-Unis derrière, et d'une certaine façon, bien sûr, tous ces djihadistes qui sont en train de prendre le pouvoir. Alors là, quand même, je mets vraiment en garde contre cette figure d'Al-Jolani. Vous savez que CNN... Alors, il faut savoir d'abord qu'Al-Jolani, donc c'est un terroriste international, hein, et il y a quand même un mandat, enfin une prime de 10 millions de dollars à qui permettra sa capture. Hein. C'est sur le site du département d'État, mais peut-être plus pour très longtemps. Parce qu'on lui a permis... CNN lui a offert une interview dans laquelle il ne s'est pas transformé en djihadiste woke, mais pas loin, hein, en expliquant que ISIS, c'était du passé, hein, c'était une partie de sa vie, c'est très glamour, qu'il voulait respecter la diversité syrienne, pratiquer une politique d'inclusion, etc., etc. Donc ça, c'était l'interview exclusive accordée à CNN il n'y a pas très longtemps.
Et donc on le présente en fait, d'ailleurs dans le préambule de cet entretien, on le présente comme un militant. Hein. C'est le leader d'un groupe d'opposition armée. Voilà. Ancien numéro 2 de Daesh et chef d'une des branches les plus radicales d'Al-Qaïda. Bon. Donc c'est un rebelle en fait, c'est un gentil rebelle, pas d'attache djihadiste mentionnée, le djihadisme présentable, voilà. C'est complètement obscène, c'est complètement absurde. Et moi, je vois bien qu'on soit, que les États-Unis soient sur le point de le sortir de la liste de sortir HTS et de sortir la figure de Jolani des listes du département d'État des organisations terroristes. Ils ont su le faire pour les Moudjahidines du peuple. Ils ont su le faire, et ça je m'en souviens très très bien, en 1998, de la même manière avec le leader de l'UÇK, kosovar, qui était aussi un être assez inquiétant, qui s'appelait Hashim Thaçi. Quand les Américains, quand Madeleine Albright a considéré à l'époque qu'il fallait changer d'interlocuteur et puis qu'il fallait surtout trouver un moyen de faire la guerre à la Serbie assez vite, eh bien, on a blanchi, littéralement, c'est une opération de blanchiment, ni plus ni moins, l'UÇK, qui était une organisation terroriste, inscrite sur la liste des organisations terroristes, et son leader est devenu, comme ça, d'un simple retournement de veste et de caméra, la personnalité présentable, l'interlocuteur nécessaire, indispensable de l'administration américaine, et dans la foulée, bien sûr, de nous tous, n'est-ce pas? Donc Hashim Thaçi, voilà, il y a eu un envoyé, Bob Gelbart, je m'en souviens très bien, à l'été 98, qui a fait une petite tournée dans les Balkans. Et à la fin de cette petite tournée, eh bien, l'UÇK avait carrément changé d'image. C'était devenu vraiment des résistants de très bonne aloi qui subissaient la botte serbe d'une manière absolument inqualifiable. Et tout ça devait justifier, avec un ultime false flag avec le massacre de Ratchak, quelques mois plus tard, l'entrée en guerre sans mandat, sans rien, de l'ONU, de l'OTAN contre la Serbie, voilà, pour sa destruction programmée. Donc, si vous voulez, on n'est pas à une manifestation de cynisme près. C'est l'empire du cynisme. On est vraiment dans l'empire du cynisme, nous. Donc, voilà. Que vont faire les Américains? Vont-ils être capables aussi de pousser Erdogan à, malgré tout, tenir en laisse ces djihadistes, ou bien est-ce qu'il va décider de les lâcher contre les Kurdes? Parce qu'il ne faut pas oublier que chacun a sa définition du terroriste. Pour Erdogan, le terroriste, il est kurde. Hein, c'est pas Al-Qaïda. C'est toutes les comment dirais-je, les branches kurdes qui sont des organisations terroristes pour lui. Donc, et les Kurdes donc, sont soutenus par les États-Unis. Donc voilà, il y a encore pas mal d'inconnus quand même sur ce qui va se passer. Je pense que les Russes, comme ils l'ont dit d'ailleurs, vont essayer de raviver le format d'Astana, mais en même temps ne doivent pas se faire d'illusions et ne doivent plus jamais, à mon avis, croire Erdogan. C'est clair, parce qu'ils se sont quand même fait complètement jouer. On va très probablement quand même vers une forme de chaos et de fragmentation. Il faut faire attention à ce que les extrémistes sunnites en Irak ne soient pas réactivés par Israël ou par d'autres. Ne soient pas non plus activés d'ailleurs au Liban. Et la grande question, c'est que va faire Trump en fait? Est-ce qu'il va être poussé par ce qui vient d'être fait si facilement en apparence en Syrie? Est-ce qu'il va être poussé par ceux qui l'entourent et ceux qu'il nomme d'ailleurs à durcir sa politique vis-à-vis de l'Iran? Parce que finalement, si ça a réussi,
en Syrie, ça peut réussir en Iran. Bon, donc il y a toujours cette idée, hein, la guerre économique, les sanctions, puis à la fin la guerre directe si on n'y arrive pas. Donc l'Iran redevient quand même, enfin sa position vraiment se dégrade, y compris vis-à-vis des États-Unis. Or, on sait que le nouveau pouvoir iranien a fait beaucoup de concessions récemment, notamment dans ses ripostes vis-à-vis d'Israël, de ce que faisait Israël, pour préserver en fait des canaux de communication avec les États-Unis, pour préparer en fait une nouvelle phase de la relation avec les États-Unis. Donc ça, bon. Ensuite, il y a le partenariat Russie-Iran qui existe, mais qui devait être approfondi. Est-ce qu'il va vraiment l'être ou est-ce que la Russie ne va pas se recentrer, en tout cas à court et moyen terme, vers ce qu'elle doit finir en Ukraine? En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que cet accord d'Astana dont je vous ai parlé, c'était finalement aussi pourri, aussi peu fiable que ne l'étaient les accords de Minsk. Et le problème, c'est que la Russie, dans les deux cas, s'est laissée convaincre, enfin, a trouvé qu'on pouvait faire confiance soit aux Ukrainiens dans un cas, soit aux Turcs dans l'autre. Il y a une espèce de tendance, je ne sais pas, légaliste ou de Vladimir Poutine de croire, en fait, de croire en ses partenaires, de croire que quand on fait un accord, c'est un accord. C'est très russe, mais ce n'est pas forcément très partagé, hein, en tout cas, de notre côté du mur, si j'ose dire. Donc c'est la personnalité de Poutine qui, en fait, finit par lui causer quelques problèmes. C'est-à-dire qu'il est excessivement diplomate, excessivement prudent, excessivement tempéré, beaucoup de sang-froid, et légaliste. Eh oui, légaliste, il a quand même fait son droit. Mais là, il a mal jaugé, manifestement, le niveau de rouerie d'Erdogan, parce qu'il connaît son niveau de rouerie. Il a eu affaire, déjà, à plusieurs reprises, ne serait-ce qu'en 2015, lorsque les Américains ont permis aux Turcs d'abattre un avion russe, justement, en Syrie. Enfin bon, il y a eu plein de choses qui se sont passées entre les deux pays, mais enfin... Poutine veut toujours donner sa chance à l'alliance. Voilà. Bon. Donc, il faut sans doute que la Russie tire des leçons de ce qui vient de se passer et durcisse très probablement, enfin, en tout cas, on peut s'attendre à ce qu'elle durcisse notablement sa position en Ukraine et vis-à-vis de l'OTAN, ce qui revient à dire que ce qu'on continue à seriner, c'est-à-dire il faut geler le conflit, il faut arriver à geler le conflit, etc. Ça n'est pas du tout, en fait, c'est moins que jamais de l'intérêt, bien sûr, de Moscou, parce qu'en fait, il va falloir dicter les termes de l'accord de paix d'une manière ou d'une autre. Surtout qu'il se dit que l'Ukraine est en passe de recruter, alors comment, où, qui, je ne sais pas encore, énormément de gens, puisqu'ils n'en ont plus d'Ukrainiens. Et Zelensky a dû comprendre que s'il acceptait ce que lui demandaient les Américains, c'est-à-dire de faire désormais recruter les jeunes Ukrainiens à 18 ans, il prenait de gros risques pour sa vie, à mon avis. Donc il n'a pas fait ça, mais il y a l'idée de recruter 200 000, on parle de 200 000 soldats, c'est quand même beaucoup. Alors, d'où viennent ces soldats? Qui les forme? Qui les entraîne? On en saura plus sans doute bientôt. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les pays de l'OTAN sont en guerre à bas bruit, mais très concrètement en Russie même, dans l'oblast de Koursk, puisque le 8 décembre, il y a eu, dit-on, 400 morts, hein, qui sont des mercenaires, bien sûr, c'est des mercenaires, mais enfin, des mercenaires français, britanniques et polonais. Voilà. Donc les choses ne s'arrangent pas du tout, contrairement à ce que j'aurais pu souhaiter et ce que j'appelais de mes voeux. Et Sergueï Narychkin, qui est le chef du SVR, donc du service de renseignement extérieur russe, aurait dit que
ils reçoivent, enfin les Russes, alors par divers canaux, je ne connais pas, reçoivent des messages de pays alliés des États-Unis, y compris des pays asiatiques, donc des pays alliés des États-Unis, il faut comprendre le raisonnement, qui leur demandent de ne surtout pas accepter de geler le conflit ukrainien, parce que sinon ça va recommencer dans un an, et on ne va jamais s'en sortir. Et donc qui les encouragent, qui les engagent à pousser leur offensive, pousser leur avantage en fait, jusqu'à Odessa, qui reste encore, à mon avis, sujet à arbitrage au Kremlin. Et donc, c'est assez inquiétant, en fait, si vous voulez. Parce que ça veut dire qu'il y a un certain nombre de pays qui comprennent que finalement, ce qui pourrait paraître comme quelque chose de bien, c'est-à-dire le gel, là, de ce désastre en Ukraine, en fait, c'est encore pire, d'une certaine façon, du point de vue de la Russie, mais aussi du point de vue de l'ensemble, c'est-à-dire de l'économie mondiale, de la finance, de tout, des équilibres, de l'énergie, de divers marchés. C'est encore pire que de finalement en finir. Voilà, en finir et arriver à une évidence militaire face à laquelle il faudra juste se mettre à la table de négociation avec les nouvelles équipes de Trump bientôt. Voilà. Donc, on est dans un grand climat là d'incertitude et plutôt d'aggravation quand même des tensions globalement. C'est bien plus complexe que ceux, en tout cas concernant la Syrie, que ceux qui se réjouissent de ce bouleversement ne le disent. On ne sait pas du tout ce que va donner cette transition en Syrie. J'aimerais bien savoir quel est le malin qui pourrait le dire. L'axe de la résistance iranien a pris un coup. Bon. La Russie est en risque de démonétiser son image au Moyen-Orient, mais en même temps, c'est pas si sûr. C'est pas si sûr. Parce que finalement, voilà, ils ont pris acte de l'incapacité d'Assad à tenir la Syrie, à y rétablir l'ordre. Bon, eux, après, alors peut-être que... il est certain que Poutine n'a pas du tout estimé, en tout cas n'a pas été renseigné sur le niveau de démoralisation, de l'armée syrienne, de la population, de la passivité, de la déshérence. Bon, mais enfin, il s'est rendu à l'évidence. Donc, effectivement, la Russie va sans doute devoir revoir les modalités de son influence au Moyen-Orient. Je ne pense pas qu'on puisse parler de retrait de l'influence russe au Moyen-Orient, mais en revanche, voilà, ça ne sera peut-être plus par des dispositifs militaires. Mais elle a quand même des intérêts à préserver, surtout des relations à préserver, notamment avec les Saoudiens, mais pas seulement, avec l'Égypte, avec tout un tas de pays. Donc, et ça va plutôt pousser un renforcement de la dynamique des BRICS, là, pour le coup, pour essayer, bon, d'abord peut-être de restaurer les liens avec l'Iran, et puis aussi, d'ailleurs, puisque la Turquie veut en être, peut-être d'avoir un peu de leverage, un peu de moyens de pression sur Ankara. Donc voilà, on va voir si le processus d'Astana reprend. On va voir si Erdogan continue à pouvoir donner dans le néo-ottomanisme, parce que c'est quand même un peu ça qui se produit. Il a cette espèce de rêve un peu mégalomaniaque de reconstitution de l'ancienne sphère d'influence ottomane au Moyen-Orient, en fait. Et il y a la Syrie, il y a le nord de l'Irak. Bon. Il est clair que là, sur cette affaire, bon, Erdogan en a eu assez de ne pas pouvoir parler à Assad et de ne rien obtenir, et voilà. Et donc, ils ont soutenu, plus que soutenu, cette offensive insurgée. Bon, je ne peux pas encore vous dire ce qui va devenir. Je pense aussi qu'ils ne sont pas forcément mécontents de l'affaiblissement de l'Iran, qui est quand même un rival symbolique, un rival régional, une lutte pour la suprématie, n'est-ce pas, ou l'influence dominante au Levant.
au Levant musulman, hein, pas au Levant arabe, mais au Levant musulman. Et puis, ben, pour l'instant, moi je suis surtout inquiète pour le Liban, parce que ben, il va falloir d'abord que le Liban, l'armée libanaise a fermé sa frontière, hein, avec la Syrie, mais ça ne résout pas la question de fond. La question de fond, c'est reconstruire le Liban, quelle réorganisation politique à l'intérieur même de l'aréopage politique libanais, quelle stabilisation de sa position vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis de la nouvelle Syrie, quel partage du pouvoir. Enfin voilà, le Liban est dans une très mauvaise posture. Quant aux Israéliens, bon, bah, je pense que là, ils sont dans une période peut-être un peu euphorique. Ils se prennent à rêver de nouveau de ce dont rêvaient les néoconservateurs autour de Bush, d'ailleurs, il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire le grand Moyen-Orient. Le grand Moyen-Orient qui mettrait en échec l'axe du mal, n'est-ce pas? Voilà. Et voilà, Netanyahou n'a pas caché sa joie, n'est-ce pas, depuis le plateau du Golan, qui est clairement maintenant bien sous contrôle israélien, le Golan occupé par Israël. Et c'est clair que, oui, c'est un lien important entre la Syrie et l'Iran, et entre la Syrie et le Hezbollah, qui vient d'être mis à mal très sérieusement. Donc, c'est bon pour Israël, c'est bon pour la sécurité d'Israël, en tout cas à court terme. Voilà. S'ils sont vraiment à moins de 20 km de Damas, il faut voir ce que ça va donner. Mais bon, on ne peut pas ne pas s'inquiéter quand même de la possibilité, non, c'est une possibilité, c'est pas forcément une probabilité, mais de la possibilité de l'extension de cet assaut djihadiste, parce que c'est un assaut djihadiste. Hein, c'est pas une révolution des fleurs. C'est très grave, en fait, ce qui vient de se passer. Est-ce que ça va réveiller l'État islamique, partiellement assoupi, mais qui n'est pas détruit complètement? Est-ce que ça va avoir des répercussions sécuritaires sur nos États? Voilà, moi, je vois comme contrepoids possible à un désastre qui se propage une attitude intelligente de l'Arabie saoudite, une attitude, comment dirais-je, de pondération de l'Arabie saoudite pour tempérer tous les apprentis sorciers qui, sinon, risquent de s'en donner à cœur joie dans cette région. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai été évidemment trop longue comme d'habitude, mais je pense que le sujet le méritait. Merci de liker, de partager, de vous abonner à cette chaîne, d'activer toutes les notifications avec la petite cloche et de nous soutenir dans la mesure de vos moyens et de votre volonté. Merci beaucoup et à très vite. Au revoir.